Je me tenais seule au chevet de ma mère mourante, ni père, ni frères ou sœurs, aucun appel. Après sa mort, l'infirmière m'a donné sa dernière lettre. Des noms, une clé et une instruction glaquante. Je me tenais près du lit de ma mère et j'écoutais les voix qui résonnaient dans les chambres voisines. Quelqu'un lisait à haute voix un livre, quelqu'un pleurait doucement, quelqu'un racontait des anecdotes pour essayer de faire rire un mourant. Il y avait des gens partout, des familles qui se tenaient par la main, qui ne laissaient pas leurs proches seuls face à la mort. Et moi, je me tenais seule. Ma mère était allongée sous une couverture blanche, son visage était cireux, ses lèvres gercées. Les appareils émettaient un bip silencieux, comptant les derniers battements de son cœur. Je tenais sa main, froide, fine, marquée par les ecchymoses des perfusions. Elle n'ouvrait plus les yeux. Les médecins ont dit que ce n'était plus qu'une question d'heure. Je regardais mon téléphone, aucun appel, aucun message. Mon père Grant ne répondait pas à mes appels depuis la veille au soir. Mon frère Cole a rejeté mes appels 3 fois, puis a éteint son téléphone. Ma sœur Tessa a lu mon SMS hier matin, j'ai vu les deux coches, mais n'a pas répondu. Elle n'a même pas écrit un faux «Désolé, je ne peux pas». Juste le silence, je ne comprenais pas, nous sommes une famille. Oui, nous n'étions pas proches. Oui, après le divorce de mes parents il y a 22 ans, ma mère m'a emmenée avec elle, tandis que Cole et Tessa sont restés avec mon père. Oui, nous vivions dans des mondes différents, moi dans un petit studio avec ma mère, mais qui travaillait comme comptable pour un salaire de misère, eux dans une maison avec piscine. Mais ma mère est en train de mourir. N'est-ce pas une raison suffisante pour venir? L'appareil près du lit a soudainement émis un bip strident. J'ai sursauté. Le cœur de ma mère battait de plus en plus lentement. J'ai serré sa main plus fort. Maman, ai-je murmuré, maman, je suis là, tu n'es pas seule. Elle n'a pas répondu. Sa poitrine se soulevait rarement, avec difficulté. Je sentis des larmes couler sur mes joues, mais je ne les essuyais pas. Je m'en fichais. Le médecin entra silencieusement, regarda le moniteur, puis me regarda. Il ne dit rien, il posa simplement sa main sur mon épaule. J'acquiesçai, je comprenais. Ma mère respira encore pendant 5 minutes, puis sa poitrine s'immobilisa. L'appareil a émis un long son monotone, le médecin s'est approché, a vérifié son pouls, a regardé sa montre. Il est 20h43, a-t-il dit doucement. Toutes mes condoléances. Je me tenais debout et regardais ma mère. Elle semblait paisible, comme si elle s'était endormie, comme si elle ne souffrait plus. L'infirmière Carmen, qui s'était occupée de ma mère ces 2 dernières semaines, est entrée avec un papier et un stylo. Elle était jeune, avait les cheveux courts et les yeux fatigués. Carmen m'a regardée avec compassion. Diana, a-t-elle dit doucement, je suis vraiment désolée. Votre mère était une femme forte. J'ai hoché la tête, ne sachant pas quoi répondre. Carmen m'a tendu le papier. Vous devez signer ici et encore. Elle s'est interrompue, puis a sorti une enveloppe blanche de sa poche. Votre mère m'a demandé de vous la donner après que tout soit terminé. Elle me l'a donnée il y a une semaine. Je pris l'enveloppe de main tremblante. Mon nom y était écrit de la main de ma mère, dans une écriture un peu maladroite mais reconnaissable. Merci, murmurai-je. Carmen me serra la main et sortit, me laissant seule avec ma mère et l'enveloppe. Je m'assis sur une chaise près du lit et ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier pliée en deux et une petite clé ancienne. Je dépliai le papier. L'écriture de ma mère tremblait. Elle l'avait écrit alors qu'elle était déjà à bout de force. Diana, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je suis désolée de te laisser seule. Je suis désolée de ne pas avoir pu tout te dire de mon vivant. J'avais peur. J'ai un coffre-fort à la First United Bank, rue Artis. La clé est à l'intérieur. Il y a des documents. Tout ce que j'ai rassemblé pendant 20 ans, trouve ces personnes. Vernon Lipcombe, Darlene Motrem, Clarence Schaffer, Rochelle Brandstetter. Montre-leur les documents du coffre-fort. Ils s'occuperont du reste. Ils savent quoi faire. Agis vite. Ne laisse pas à Grant le temps de se préparer ou de faire quoi que ce soit. Il est dangereux. Il a toujours été dangereux. Diana, la société Coleridge Security Solutions ne lui appartient pas. Elle appartient à mon père, ton grand-père Walter. Grant l'a volée, il m'a détruite. Je t'aime, tu es c'est la seule bonne chose que j'ai eue. Maman. J'ai relu la lettre 3 fois. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Mon père avait volé l'entreprise. Quoi? J'ai grandi en sachant que les frères de ma mère étaient morts dans un accident quand j'avais 4 ans. Ma mère ne parlait jamais beaucoup d'eux, juste qu'ils étaient plus jeunes qu'elle et qu'elle les aimait. Je ne me souvenais pas d'eux, et l'entreprise, je savais que papa était propriétaire de Coleridge Security Solutions, qui fournit des équipements aux restaurants, cafés et hôtels. C'est une grande entreprise prospère. Papa est riche, Cole est vice-président, Tessa est responsable marketing. J'ai toujours pensé que papa avait bâti cette entreprise tout seul. Il s'avère que non. J'ai mis la lettre dans mon sac avec la clé et j'ai regardé ma mère une dernière fois. Son visage était serein, comme si elle s'était enfin libérée du fardeau qu'elle portait depuis 20 ans. Je vais le faire, maman, ai-je murmuré, je te le promets. Le lendemain matin, je me suis rendue à la première banque unifiée. J'ai montré la clé et le testament de ma mère qui me donnait accès au coffre-fort. L'employé de la banque m'a conduite dans une pièce calme au mur recouvert de casiers métalliques. Elle a ouvert le coffre-fort numéro 137 et m'a laissée seule. J'ai sorti une boîte métallique et l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait des dossiers, beaucoup de dossiers. Des photocopies de documents, des rapports financiers, des enregistrements de conversations sur des disques, des photos, de vieilles coupures de journaux. J'ai pris le premier dossier. Sur la couverture, il était écrit Accident, février 2003.
À l'intérieur, il y avait des photocopies du rapport de police sur l'accident dans lequel les frères de ma mère, Daniel et Marcus Harrington, avaient trouvé la mort. Ils rentraient de chez eux tard dans la soirée lorsque leur voiture a été percutée par un camion. Le conducteur du camion avait pris la fuite. L'affaire avait été classée comme accident, mais sous le rapport, il y avait une feuille de papier avec les notes de ma mère. Elle avait trouvé un témoin qui avait vu le camion. Le numéro d'immatriculation correspondait en partie à celui d'un véhicule enregistré au nom d'une société qui travaillait avec Grant. Le témoin avait disparu une semaine après l'accident. Ma mère avait écrit: Grant a payé, je le sais. Je ne peux pas le prouver. J'ai mis le dossier de côté et j'ai pris le suivant. Falsification de documents. Mars 2003. Il y avait là des copies des documents relatifs à l'héritage de grand-père Walter. La société devait être transmise à ses trois enfants, Viva, Daniel et Marcus. Après la mort de ses frères, maman était l'unique héritière. Mais il y avait là un document signé par maman dans lequel elle renonçait à sa part de la société en faveur de Grant pour 20 000 $. En dessous, une expertise graphologique datant de 10 ans. Conclusion, la signature était falsifiée. J'ai senti un frisson me parcourir le corps. J'ai pris un autre dossier, puis un autre et encore un autre. À l'intérieur se trouvaient les noms de personnes que je ne connaissais pas: Vernon Lipcombe, un investisseur que Grant avait trompé avec de faux rapports; Darlene Motrem, une directrice qu'il avait accusée de vol; Clarence Schaffer, un comptable qu'on avait forcé à signer de fausses déclarations; Rochelle Brandstetter, une gestionnaire qu'on avait détruite pour avoir découvert les magouilles. Pour chaque nom, il y avait des preuves, des enregistrements de conversations, des documents financiers, des témoignages. Maman avait rassemblé tout cela pendant 20 ans, petit à petit, discrètement, patiemment. Assise au milieu des dossiers, je ne pouvais plus respirer. Mon père était un voleur, il avait détruit des vies pendant des années. Et il avait vécu dans le luxe pendant que maman mourait dans la pauvreté. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé le dernier message que j'avais envoyé à Cole. Maman est décédée, les funérailles ont lieu samedi. Il n'a pas répondu, j'ai fermé le coffre-fort et je suis sortie de la banque, les dossiers sous le bras. Je devais trouver ces personnes. J'ai passé 3 jours à lire les dossiers du coffre-fort. Je ne dormais pas bien, je m'endormais sur le canapé avec les documents sur les genoux, je me réveillais au milieu de la nuit en pensant à un autre détail que j'avais manqué. Ma mère avait rassemblé toute une encyclopédie de crimes. Chaque dossier était une histoire distincte d'une vie détruite. Les funérailles de ma mère ont eu lieu samedi. 15 personnes sont venues. Des voisins, des collègues de travail, quelques parents éloignés. Mon père n'est pas venu. Cole est apparu pendant 10 minutes, s'est tenu à l'écart dans son costume coûteux, a regardé le cercueil et est parti sans même m'approcher. Tessa n'est pas venue du tout. Je n'ai pas pleuré à l'enterrement, je me tenais simplement près du cercueil et pensais au fait que ma mère avait porté ce fardeau seule pendant 20 ans. Elle avait rassemblé des preuves, sachant que Grant était dangereux, qu'il pouvait la détruire, elle aussi. Mais elle n'avait pas abandonné, c'était maintenant mon tour. Lundi, j'ai commencé à rechercher les personnes figurant sur la liste. Le premier était Vernon Lipcombe. Ma mère avait laissé son adresse, une petite ville à 2 heures de route. Je l'ai trouvé dans un magasin de plomberie en périphérie où il travaillait comme conseiller. Vernon était un homme grand, âgé d'environ 68 ans, aux cheveux gris et au visage ridé. Il discutait avec un client au sujet des toilettes lorsque je me suis approchée. J'ai attendu que le client parte. Monsieur Lipcombe ai-je demandé. Il s'est retourné et m'a regardé avec méfiance. Oui, que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Diana Coleridge. Viva Coleridge était ma mère. Son visage s'est figé instantanément. Il a reculé d'un pas. Je ne veux rien entendre à propos de Grant Coleridge, a-t-il dit sèchement. Si c'est lui qui vous envoie, ce n'est pas lui, l'ai-je interrompu. Ma mère est décédée il y a une semaine. Elle m'a laissé des documents, ce que Grant vous a fait et aux autres. Vernon me regarda longuement puis soupira. Allons dans la cour arrière, dit-il. Ce n'est pas le lieu ici. Nous sortîmes par la porte de service dans une petite cour où se trouvaient des palettes avec des tuyaux. Vernon s'assit sur une caisse et s'essuya le visage avec la main. Viva est morte demanda-t-il doucement. Du cancer, répondis-je. Elle s'est battue pendant un an. Il hocha la tête. C'était une personne bien, elle ne méritait pas ce que Grant lui a fait. Je sortis le dossier de mon sac et le lui tendis. Il y a là les copies des rapports financiers de 2005, les vrais et ceux que Grant vous a montrés. Maman a trouvé un expert qui a confirmé qu'ils étaient faux. Vernon prit le dossier, l'ouvrit et commença à lire. Ses mains tremblaient. Mon Dieu, murmura-t-il, je le savais. J'ai toujours su qu'il m'avait trompé, mais je ne pouvais pas le prouver. Il me regarda et dans ses yeux se mêlaient la douleur et l'espoir. Pourquoi me montrez-vous cela? Maman m'a demandé de vous trouver, et 3 autres personnes. Elle a dit que vous feriez le reste. Je ne comprends pas très bien ce qu'elle voulait dire, mais je veux que Grant réponde de tout. Vernon ferma le dossier et le serra contre sa poitrine. Il y a 25 ans, j'ai investi 800 000 $ dans la société, dit-il doucement. Moi, c'était l'argent provenant de la vente de la maison de mes parents. Grant m'avait promis 10% des actions. Il m'avait dit que l'entreprise était florissante, que nous allions gagner des millions. Un an plus tard, il m'a montré les rapports. Perte des dettes. Il m'a dit que la société était au bord de la faillite, que je ferais mieux de vendre mes actions tant qu'elles avaient encore de la valeur. Je les ai vendues pour 5 000 $. 2 ans plus tard, la société a réalisé son premier million de bénéfices. Il a ri amèrement. J'ai perdu ma maison, ma femme m'a quitté, mes enfants ne me parlent plus, ils disent que j'ai gâché leur avenir, je vis dans une chambre louée et je vends des toilettes. Et Grant Coleridge roule en Mercedes, je suis restée silencieuse. Que dire dans une situation pareille?
Si vous allez au tribunal, ai-je fini par dire, je vous aiderai, j'ai toutes les preuves. Vernon m'a regardé et j'ai vu dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de la détermination. J'irai, a-t-il dit, même si je ne récupère rien, j'irai, je veux le regarder dans les yeux quand il aura tout perdu. La suivante était Darlene Motrem, elle vivait dans la même ville que moi et travaillait comme caissière dans une pharmacie. Je l'ai trouvée le soir alors qu'elle terminait son service. Darlene était une femme de petite taille, âgée d'environ 59 ans, avec une coupe courte grisonnante et des yeux fatigués. Quand je me suis approchée de la caisse et que je me suis présentée, elle s'est figée. Coleridge, a-t-elle répété. Vous êtes une parente de Grant? Sa fille, ai-je répondu. Mais je ne suis pas ici pour ça. Je lui ai parlé de ma mère, des documents. Darlene écouta en silence, puis demanda une minute, parla au directeur et m'emmena dehors. Montrez-moi, dit-elle brièvement. Je sortis le dossier la concernant. Darlene a lu sous la lampe, son visage devenant de plus en plus tendu. Il a falsifié ma signature, a-t-elle murmuré. Je l'ai toujours su. Mais les experts ont dit que la signature était authentique. Comment a-t-il fait? Ma mère a trouvé un autre expert, ai-je dit. Indépendant. Il a confirmé la falsification. Darlene ferma les yeux et serra le dossier contre sa poitrine. Il y a 18 ans, j'étais directrice des opérations, dit-elle doucement. Un salaire de 120 000 $ par an, mon propre bureau, le respect. Un jour, Grant m'a appelé et m'a dit qu'il manquait 300 000 $ dans la caisse. Il m'a montré des documents portant ma signature, comme si j'avais transféré l'argent sur mon compte. Je n'avais jamais fait cela, mais la signature était bien la mienne. La police a mené une enquête et a trouvé l'argent sur un compte ouvert à mon nom. Je ne savais rien de ce compte, mais je n'ai rien pu prouver. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé. J'ai été licenciée. Je n'ai pas réussi à trouver du travail. Qui embaucherait une personne accusée de vol? J'ai perdu ma maison, ma voiture, tout. Je vis maintenant dans un appartement avec 2 voisines et je travaille pour 12 $ de l'heure. J'ai serré les poings. Tu vas aller au tribunal? Darlene a souri froidement. Bien sûr, je veux le voir se tordre de douleur et haleter. J'ai trouvé Clarence Schaffer dans une maison de retraite. Il avait 71 ans et était presque aveugle à cause du diabète. L'infirmière m'a conduite à sa chambre, une petite pièce avec un lit et une vieille télévision. Clarence était assis dans un fauteuil près de la fenêtre lorsque je suis entrée. Il a tourné la tête au bruit de mes pas. Qui est là? A-t-il demandé. Monsieur Schaffer, je m'appelle Diana Coleridge. Je suis la fille de Viva Coleridge. Il a réfléchi un instant, puis a soupiré. Viva, je n'avais pas entendu ce nom depuis longtemps. Comment va-t-elle? Elle est décédée il y a une semaine, dis-je doucement. Clarence baissa la tête. C'est dommage, c'était l'une des rares personnes bien dans cette maudite entreprise. Je approchai une chaise et m'assis en face de lui. Elle m'a laissé des documents sur ce que Grant faisait, sur vous aussi. Clarence sourit amèrement. Je sais ce qu'elle rassemblait, elle est venue me voir il y a 10 ans, elle m'a demandé si je pouvais l'aider, j'ai refusé, j'avais peur, il se tourna vers moi, ses yeux aveugles regardant quelque part derrière moi. Il y a 20 ans, Grant m'a embauché comme chef comptable, bon salaire, perspective d'avenir. Au bout d'1 an, il m'a demandé de signer les déclarations fiscales. J'ai signé sans vérifier attentivement. Il s'est avéré qu'il y avait des chiffres faux, des revenus sous-évalués, des dépenses surévaluées. Quand j'ai compris, il m'a dit soit tu continues, soit je te licencie sans pension, car j'avais 52 ans. J'ai continué. 3 ans plus tard, il m'a licencié et m'a accusé de détournement de fonds. Je n'ai pas été emprisonné uniquement en raison de mon âge et de ma santé, mais j'ai perdu ma pension. Il s'est essuyé le visage avec la main. Je vis maintenant grâce à l'aide de l'État. Cela suffit à peine pour les médicaments. Je lui ai montré les documents. Il ne pouvait pas les lire, alors je les ai lus à haute voix. Les enregistrements des conversations entre Grant et les avocats où ils discutèrent de la manière de faire taire Clarence. Les preuves que le détournement était fictif. Clarence écoutait, les larmes coulant sur ses joues. Je vais aller au tribunal, dit-il, même si je n'ai aucune chance. Je veux qu'il sache que je n'ai pas oublié. Rochelle Brandstetter fut la plus difficile à trouver. Elle avait déménagé dans un autre état et travaillait comme manutentionnaire dans un entrepôt. Je suis allée la voir mercredi, après 4 heures de route. Rochelle était une femme robuste d'environ 47 ans, avec des cheveux bouclés et des mains rugueuses. Elle m'a accueillie avec méfiance lorsque je me suis approchée d'elle après son service. Que voulez-vous? M'a-t-elle demandé d'un ton sec. Je me suis présentée, je lui ai parlé de ma mère, Rochelle s'est figée. Je ne veux pas entendre parler des Coleridge. Ma mère est décédée il y a une semaine, ai-je dit doucement. Elle a souffert comme vous, elle a rassemblé des preuves, elle voulait qu'il réponde. Rochelle m'a regardé longuement, puis a fait un geste de la main. 5 minutes, pas plus. Nous nous sommes assises sur un banc près de l'entrepôt, je lui ai montré les documents. Rochelle les a lus en silence, la mâchoire serrée. Il y a 15 ans, dit-elle enfin, j'étais directrice des opérations, j'ai découvert par hasard une double comptabilité. Des rapports pour le fisc et d'autres, les vrais. Je suis allée voir Grant, je lui ai dit que c'était illégal. Il m'a demandé de me taire, m'a promis une prime, j'ai refusé. Il a alors raconté à tout le monde que j'avais des problèmes psychologiques, que j'inventais des choses. Il a engagé des témoins qui ont confirmé que je me comportais bizarrement. J'ai été licenciée. Je me suis retrouvée sur une liste noire. Je n'ai pas pu trouver de travail normal pendant 10 ans. Elle m'a regardée.
Pourquoi faites-vous cela? Parce que ma mère voulait que justice soit faite, ai-je répondu. Moi aussi, vous n'êtes pas les seuls à vivre dans la pauvreté. Rochelle a souri tristement. La justice, un beau mot, je ne l'avais pas entendu depuis longtemps. D'accord, je suis avec vous. Jeudi, j'ai rencontré les quatre ensemble dans le bureau de l'avocat Millard Gastry. Millard était un homme d'environ 53 ans, avec une barbe grise soignée et un regard pénétrant. Vernon me l'avait recommandé, Millard était spécialisé dans la fraude d'entreprise. Il nous a tous écoutés, a examiné les documents et a sifflé. C'est une mine d'or, a-t-il déclaré. Tout y est. Fraude, contrefaçon, évasion fiscale, complot. Monsieur Coleridge risque 20 ans de prison ou de perdre complètement son entreprise. Il m'a regardé. Vous comprenez que ce sera la guerre. Grant Coleridge ne se rendra pas sans se battre. Je comprends, répondis-je. Très bien, alors commençons. Préparons immédiatement la plainte. Pas d'avertissement. Frappons avant qu'il n'ait le temps de réagir. Nous avons travaillé pendant 6 jours. Millard préparait les documents, je l'aidais. Vernon, Darlene, Clarence et Rochelle témoignaient. Le lundi, la plainte était prête. Je me suis rendu au bureau de Grant, un grand bâtiment vitré au centre-ville avec le logo Coleridge Security Solutions sur la façade. Je n'étais jamais venu ici, mon père ne m'y avait jamais invité. La secrétaire à la réception m'a regardé avec étonnement. Vous avez rendez-vous? Non, mais c'est mon père. Dites-lui que Diana est là. Elle a téléphoné, dit quelque chose, puis m'a fait signe. Quatrième étage, bureau 401, j'ai pris l'ascenseur. Mon cœur battait la chamade. Je serrais le dossier de la plainte si fort que mes doigts me faisaient mal. Mon père était assis à un immense bureau lorsque je suis entrée. Cole se tenait à côté de lui. Ils discutaient de quelque chose, ils se sont tous deux retournés. Diana, dit mon père d'un ton froid. Que fais-tu ici? Je me suis approchée du bureau et j'ai posé le dossier devant lui. C'est pour vous. Grant prit le dossier, l'ouvrit et commença à lire. Son visage était d'abord indifférent, puis surpris, puis pâle. C'est quoi ces absurdités? Dit-il d'une voix rauque. Une plainte en justice, répondis-je calmement. Fraude, falsification de documents, évasion fiscale, complot, les preuves sont jointes. Le procès aura lieu dans 2 semaines. Cole arracha le dossier des mains de son père et commença à le lire. Ses yeux s'écarquillèrent. Diana, tu es folle, s'écria-t-il. Tu ne peux pas. Si je peux, l'interrompis-je. Et je le fais, on se verra au tribunal. Je me suis retournée et me suis dirigée vers la porte. Mon père s'est précipité derrière moi. Diana, attends, parlons-en. Je n'ai pas ralenti, je ne me suis pas retournée. Nous en parlerons au tribunal, ai-je dit avant de sortir. Dans l'ascenseur, je tremblais. L'adrénaline coulait dans mes veines. Je l'avais fait, j'avais déclaré la guerre. Le téléphone a sonné alors que je sortais du bâtiment, c'était Tessa, j'ai raccroché, elle a rappelé, j'ai raccroché à nouveau, puis Cole a appelé, j'ai éteint mon téléphone. Le soir, alors que j'étais chez moi, quelqu'un a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas, c'était Cole, je n'ai pas ouvert. Il a frappé pendant 10 minutes, puis il est parti. Le lendemain matin, mon téléphone était saturé de messages. Tessa m'a écrit: Diana, je t'en supplie, arrête, tu vas nous détruire. Cole, tu ne comprends pas ce que tu fais, c'est l'entreprise de notre famille. Mon père. On se voit, nous discuterons entre adultes, c'est un malentendu. J'ai bloqué tous leurs numéros. Millard a appelé dans la soirée. Diana, les avocats de Grant m'ont contacté, ils proposent un accord, il est prêt à verser une indemnisation aux victimes si vous retirez votre plainte. Non, ai-je répondu, ils offrent beaucoup d'argent. Ça ne m'intéresse pas, je veux qu'ils répondent, pour de vrai. Millard a marqué une pause. Très bien, alors préparez-vous à la guerre, parce que maintenant il est prêt à tout. Il ne savait pas à quel point il avait raison. Le procès a commencé 2 semaines après que j'ai remis la plainte à mon père. La première audience fut brève, les accusations furent lues, mon père plaida non coupable, ses avocats tentèrent de faire rejeter l'affaire pour insuffisance de preuves, sans succès. La juge Clermont, une femme sévère d'une soixantaine d'années, examina les piles de documents présentés par Millard et fixa la prochaine audience une semaine plus tard. J'étais assise dans la salle d'audience et je regardais mon père. Il portait un costume coûteux, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, il était sûr de lui et froid. Cole était assis à côté de lui, Tessa était au deuxième rang, il ne me regardait pas, comme si je n'existais pas. La deuxième audience a été plus difficile. Vernon a témoigné. Il a raconté comment Grant lui avait montré de faux rapports, comment il l'avait convaincu de vendre ses actions pour une bouchée de pain. Les avocats de mon père ont tenté de le discréditer, affirmant qu'il n'était qu'un homme d'affaires raté à la recherche de coupables. Mais Millard a présenté les véritables rapports financiers et l'expertise de la falsification. Vernon s'est bien comporté, il n'a pas abandonné. Darlene a témoigné le lendemain. Elle a parlé des accusations de vol, de la signature falsifiée, du compte ouvert à son nom dont elle ignorait l'existence. Les avocats de mon père ont dit qu'elle était simplement une voleuse habile. Millard a présenté une expertise graphologique, la signature était falsifiée. Il a présenté des documents bancaires. Le compte avait été ouvert par une personne fictive, enregistrée à l'adresse de la société de Grant. Mon père commençait à s'énerver. Je l'ai vu serrer les poings sous la table, sa mâchoire se crispait. Cole avait l'air perdu. Tessa pleurait dans le couloir après l'audience. Après la troisième audience, lorsque Clarence a témoigné et a parlé des fausses déclarations, j'ai compris que l'affaire ne tournait pas en faveur de mon père. Même ses avocats coûteux ne pouvaient contester la montagne de preuves. Ce soir-là, je suis rentrée tard à la maison. L'audience s'était
s'était prolongée, puis j'avais rencontré Millard pour discuter des prochaines étapes. Il était presque 21 h lorsque je suis arrivée chez moi. Je me suis garée dans la rue, comme d'habitude. Je suis sortie de la voiture et j'ai pris mon sac sur la banquette arrière. J'ai verrouillé les portes. C'est alors que j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retournée. Deux hommes masqués de noir ont surgi des buissons. L'un tenait un couteau, l'autre un pistolet. Ton sac, vite a crié celui qui tenait le couteau. J'ai travaillé comme opératrice d'urgence pendant 8 ans. On nous a formés à réagir aux situations de crise. Rester calme, agir rapidement, ne pas paniquer. J'ai entendu des centaines de voix de personnes en danger. J'ai appris à distinguer les menaces réelles des fausses. C'était une menace réelle, ils tenaient leurs armes avec hésitation, leur voix tremblait. Ce n'étaient pas des voleurs expérimentés, j'ai fait ce à quoi ils ne s'attendaient pas. J'ai jeté mon sac au visage de celui qui avait le pistolet. Il a sursauté et a levé la main pour se protéger. Je me suis retournée brusquement et j'ai donné un coup de pied dans la main du deuxième, celui qui avait le couteau. Le coup a atteint précisément son poignet. Le couteau a volé dans les buissons. Celui qui tenait le pistolet a essayé de me viser. Je lui ai donné un coup de pied dans la main. La chaîne métallique a frappé directement les os de ses doigts. Il a crié, le pistolet est tombé sur le bitume. Qu'est-ce qui se passe là? Mon voisin, monsieur Ralph, promenait son Rottweiler. Il nous a vus et a couru vers nous, le chien a aboyé et tiré sur sa laisse. Les deux agresseurs se sont regardés et se sont enfuis. Ils ont couru vers une ruelle sombre et ont disparu au coin de la rue. Monsieur Ralph s'est précipité vers moi, haletant. Diana, ça va? Je tremblais, l'adrénaline explosait dans mes veines, mes genoux flageolaient. Oui, ai-je répondu d'une voix rauque. Oui, ça va. Qui était-ce? Je ne sais pas. J'ai regardé le bitume. Le pistolet gisait près d'une roue de voiture. J'ai sorti mon téléphone et appelé la police. Ils sont arrivés en 10 minutes. Deux agents, un jeune homme et une femme d'une quarantaine d'années. Ils m'ont interrogé, ainsi que monsieur Ralph, et ont emporté le pistolet dans un sac en plastique. Vous êtes sûr de n'avoir rien pris a demandé l'agente. Ils n'ont pas eu le temps, ai-je répondu. Monsieur Ralph leur a fait peur. Elle a pris note et a hoché la tête. Nous allons patrouiller dans le quartier. Si vous vous souvenez d'autre chose, appelez-nous. Ils sont partis. Je suis rentrée dans la maison, j'ai fermé toutes les portes et vérifié les fenêtres. Je me suis assise sur le canapé et je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. Ce n'était pas un cambriolage fortuit, je le savais. Le lendemain matin, le détective Marcus Granger, un homme d'une cinquantaine d'années à la voix rauque, m'a appelé. Mademoiselle Coleridge, nous avons vérifié le pistolet. Il a été volé il y a 3 ans, le numéro de série a été effacé. Cela ne ressemble pas vraiment à un cambriolage ordinaire. Je sais, répondis-je. Avez-vous des ennemis? Je ris amèrement. Oui. Mon père. Granger marqua une pause. Je comprends, vous avez porté plainte contre lui. Oui. Très bien, nous allons enquêter. En attendant, soyez prudente. J'en parlais à Millard. Il fronça les sourcils. C'est mauvais, très mauvais. Si Grant est derrière tout ça. Il a derrière tout ça. L'interrompis-je. Qui d'autre? Alors il est désespéré et les gens désespérés font des bêtises. Il ne savait pas à quel point il avait raison. 3 jours plus tard, Vernon fut assassiné. Granger m'a appelé le matin. Mademoiselle Coleridge, je suis désolée. Vernon Lipcon est mort. On l'a retrouvé hier soir chez lui. Un cambriolage, semble-t-il. Je ne pouvais plus respirer. Mon cœur battait si fort que j'avais mal à la poitrine. Quoi? Comment? Un coup à la tête, ça ressemble à un cambriolage. La fenêtre est cassée, les affaires sont sans dessus-dessous. Mais je n'y crois pas. Ça correspond trop à votre agression. J'ai raccroché et j'ai pleuré. Vernon était un homme bon, il voulait juste que justice soit faite. Et maintenant, il est mort. Millard a appelé 1 heure plus tard. Diana, j'ai appris la nouvelle, c'est horrible, mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Vernon aurait voulu que nous continuions. Je sais, ai-je murmuré. Les funérailles de Vernon ont eu lieu 4 jours plus tard. 15 personnes sont venues, ses collègues, ses voisins, une parente éloignée. Je me tenais à l'écart et je pensais, c'est ma faute. Si je n'étais pas venue le voir, il serait encore en vie. Darlene s'est approchée de moi après la cérémonie. Ce n'est pas ta faute, m'a-t-elle dit doucement. Bien sûr que si. Non, c'est la faute de Grant, c'est lui qui a tué Vernon, pas toi. Elle m'a serré la main. J'ai engagé des gardes du corps. Rochelle aussi, tu devrais faire de même. J'ai acquiescé. Une semaine après les funérailles de Vernon, quelque chose de pire s'est produit. Clarence a été renversé par une voiture. Il sortait de la maison de retraite et se dirigeait vers un taxi. La voiture a déboulé du coin de la rue à toute vitesse et l'a percuté de plein fouet. Clarence a été projeté à 5 mètres. Le conducteur n'a pas freiné, il a continué sa route. Les témoins se souviennent seulement que la voiture était sombre, peut-être noire ou bleue. Personne n'a vu la plaque d'immatriculation. Clarence a été transporté à l'hôpital dans un état critique, fracture, hémorragie interne. Il est tombé dans le coma. Granger m'a appelé le soir même. Ce n'est pas un accident, mademoiselle Coleridge. C'est une chasse. Quelqu'un élimine les témoins. C'est ton père, ai-je dit. C'est possible, mais il n'y a aucune preuve. Pour l'instant. Darlene et Rochelle paniquaient. Darlene a engagé 2 gardes du corps qui l'accompagnaient partout. Rochelle a déménagé dans un motel sous un faux nom et ne sortait pas inutilement. J'ai moi aussi engagé un garde du corps, un ancien policier du nom de Dodge, un homme imposant d'environ 45 ans, avec une cicatrice sur la joue. Il m'accompagnait au travail, à la maison, au tribunal. Millard creusait plus loin. Il a engagé un détective privé qui a commencé à rechercher des liens entre les agresseurs et mon père. Au bout de 2 semaines, le détective a trouvé quelque chose. Millard m'a appelé tard dans la soirée. Diana, nous avons trouvé un lien. Tous les auteurs sont d'anciens employés de la société de sécurité SecureTrack. Cette société travaille pour l'entreprise de ton père depuis 10 ans.
L'un des agresseurs est un homme du nom de Dwayne Cross. Il a été arrêté avant-hier pour vol. Sous la pression, il a avoué avoir été engagé par un intermédiaire et que l'argent provenait d'un compte offshore. Quel compte? Un compte enregistré aux îles Caïmans, mais nous avons retracé les transactions. L'argent provenait de la société de ton père, je ne pouvais plus respirer. C'est une preuve? Oui, suffisante pour l'arrêter. Le lendemain matin, la police a arrêté mon père directement à son bureau. Il était accusé d'avoir commandité le meurtre de Vernon Lipscomb et d'avoir tenté de nous assassiner, Clarence Schaffer et moi. Je regardais les informations à la télévision, mon père était emmené menotté hors du bureau, les journalistes lui criaient des questions, Cole marchait à côté, essayant de le protéger des caméras. Tessa m'a appelé pour la première fois depuis un mois. Diana, qu'est-ce que tu as fait? Criait-elle dans le combiné. Papa est en prison pour meurtre. Tu es folle. Il a tué Vernon, ai-je répondu froidement. Il a failli me tuer. Ce n'est pas vrai, papa n'est pas capable de faire ça. Apparemment, si. Tu détruis notre famille. Il l'a détruite il y a 20 ans quand il a volé l'entreprise et tué mes oncles. Tessa se tue? Quoi? Il a tué les frères de maman pour s'emparer de l'entreprise. Maman a rassemblé des preuves. Maintenant, il va répondre de tout. Tessa pleurait au téléphone. Je ne te crois pas, tu mens. Que tu me croises ou non, ça m'est égal. J'ai raccroché. Cole n'a pas appelé. Il m'envoya simplement un SMS. J'espère que tu t'amuses bien. Mon père fut placé en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution. Ses avocats se battirent, mais les preuves étaient irréfutables. Dwayne Cross avoue à tout. Mon père l'avait engagé par l'intermédiaire d'un intermédiaire, lui promettant 50 000 dollars pour régler les problèmes. Vernon était le premier problème. Clarence était le deuxième. J'allais être le troisième. Le procès se poursuivait et aux accusations de fraude s'ajoutèrent désormais celles de commandite de meurtre. Millard disait que mon père risquait 25 ans de prison. J'aurais dû me réjouir, mais je ne ressentais qu'un grand vide. Le soir, une semaine après l'arrestation de mon père, je suis rentrée chez moi. Dodge m'a accompagnée, comme d'habitude, à inspecter l'appartement et s'est assuré que tout était en sécurité. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, m'a-t-il dit avant de partir. J'ai fermé la porte, préparé du thé et m'assis sur le canapé. J'ai allumé la télévision et regardé les informations. On y voyait mon père dans la salle d'audience, les avocats qui faisaient des commentaires. Mon téléphone a bipé. Un message provenant d'un numéro inconnu. Retire ta plainte ou la prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. Je regardais l'écran de mon téléphone et sentais un frisson me parcourir le corps. Mon père était en prison, mais quelqu'un continuait à jouer. Qui? Les avocats de mon père se sont battus comme des fous. Ils ont déposé une demande de libération sous caution, affirmant que Grant ne représentait pas une menace pour la société, qu'il était un homme d'affaires respectable et réputé, et que les accusations étaient sans fondement. La juge Clermont a rejeté la demande sans hésiter. Monsieur Coleridge est accusé d'avoir commandité un meurtre, a-t-elle déclaré froidement. Un témoin est mort, un autre est dans le coma, un troisième a survécu de justesse. Il restera en détention jusqu'à son jugement. Je me suis assise dans la salle d'audience et j'ai regardé mon père être emmené menotté. Il s'est retourné vers moi un instant, les yeux remplis de haine, une haine pure et froide. Millard a continué à creuser, il a engagé un autre détective spécialisé dans les traces numériques et une semaine plus tard, le détective a trouvé de l'or. Diana, a dit Millard lorsque nous nous sommes rencontrés dans son bureau, nous avons trouvé des enregistrements de conversations téléphoniques. Il a posé une clé USB sur la table. L'intermédiaire qui avait engagé les exécutants avait conservé des copies de toutes les conversations, une assurance au cas où quelque chose tournerait mal. Lorsqu'il a été arrêté pour une autre affaire, il a tout remis à la police dans l'espoir d'obtenir un accord. Et le père est là? Oui. 6 conversations au cours des 2 derniers mois. Il parlait avec prudence, mais un expert en cryptolinguistique a réussi à les déchiffrer. Résoudre le problème signifie tuer. Clôturer le dossier signifie commettre un attentat. Il utilisait des noms codés, mais nous avons comparé les dates des conversations avec les événements. Tout correspond. Il a allumé son ordinateur portable et lancé le fichier audio. J'ai écouté la voix de mon père, légèrement déformée par la mauvaise qualité de l'enregistrement, mais reconnaissable. Le premier problème doit être réglé rapidement, proprement, sans attirer l'attention. La voix de l'intermédiaire. Compris quand? Et cette semaine, faites en sorte que cela ait l'air naturel. La date de l'enregistrement? La veille du meurtre de Vernon. Conversation suivante. La deuxième question doit être réglée, mais pas définitivement, juste pour qu'il ne puisse pas parler. Compris, un accident? Oui, rapidement. Date 2 jours avant que Clarence ne soit renversé par une voiture. J'avais la nausée. L'expertise a confirmé que c'était sa voix? Oui, 3 experts indépendants. Tous l'ont confirmé, je me suis adossée au dossier de ma chaise. C'est tout? Non, il y a encore les documents financiers. Nous avons retracé toutes les transactions provenant du compte offshore. L'argent provenait régulièrement de la société de ton père, par petits montants afin de ne pas attirer l'attention. Au total, environ un demi-million de dollars en 10 ans. Une partie était destinée à des services de sécurité, une autre à des pots de vin et une autre encore à payer les exécutants. Millard m'a regardé.
Ton père n'est pas un simple escroc, c'est un criminel de haut vol, il a fait ça pendant des années, de manière systématique. Je suis restée silencieuse, je ne savais pas quoi dire. Le procès a repris 2 semaines plus tard. Aux accusations de fraude, de falsification de documents et d'évasion fiscale se sont ajoutées de nouvelles accusations. Le meurtre commandité de Vernon Lipcombe, la tentative de meurtre de Clarence Schaffer et la mienne. La procureure, une femme d'une cinquantaine d'années, nommée Geneviève Corlette, à la voix aiguë et au regard pénétrant, a présenté les preuves enregistrement des conversations, expertise vocale, documents financiers, témoignage de Dwayne Cross qui a tout avoué. Les avocats de mon père ont tenté de tout contester. Ils ont dit que les enregistrements étaient falsifiés, que l'expertise n'était pas objective, que Dwayne Cross mentait dans l'espoir d'obtenir une réduction de peine. Mais lorsque Geneviève a diffusé l'enregistrement de la conversation dans la salle d'audience et que tout le monde a entendu la voix de Grande dire le premier problème doit être résolu rapidement. C'est clair, les avocats ont abandonné. Mon père était assis à la table des accusés, le visage impassible. Il ne me regardait pas, il ne regardait personne. Cole était assis dans la salle, pâle et tremblant. Tessa pleurait dans son mouchoir. Darlene témoignait, elle racontait à quel point elle avait eu peur après la mort de Vernon, comment elle avait engagé des gardes du corps, comment elle n'avait pas dormi pendant des nuits entières. Rochelle témoignait aussi, elle n'était presque pas sortie du motel pendant 2 semaines, effrayée par le moindre bruit. J'ai été la dernière à témoigner. J'ai raconté l'agression près de la maison, le pistolet, la chance que j'ai eue que mon voisin soit là. J'ai parlé de la menace anonyme après l'arrestation de mon père. Le procureur a demandé Mademoiselle Coleridge, pourquoi selon vous votre père a-t-il pris des mesures aussi extrêmes? J'ai regardé mon père. Parce que c'est un criminel, il a tué mes oncles il y a 20 ans pour s'emparer de l'entreprise. Il a détruit des vies pendant des années pour dissimuler ses crimes. Il ne pouvait pas s'arrêter, sinon tout s'effondrerait. L'avocat de mon père a objecté. Ce sont des spéculations. Il n'y a aucune preuve. Millard s'est levé. Votre honneur, nous avons des preuves. Il a remis au tribunal un dossier contenant les documents relatifs à l'accident de mes oncles, le rapport de police, le témoignage d'un témoin qui avait vu un camion dont le numéro correspondait en partie à celui d'un véhicule immatriculé au nom d'une société liée à Grant. La disparition de ce témoin 1 semaine plus tard. La juge Clermont examina longuement les documents. Puis elle regarda mon père. Monsieur Coleridge, ces accusations sont très graves. Avez-vous quelque chose à dire? Mon père s'est levé. Il m'a regardé froidement. Ma fille est folle, a-t-il dit calmement. Elle a inventé cette histoire parce qu'elle m'envie. Elle m'a toujours envié. J'ai bâti une entreprise prospère, tandis qu'elle vit dans un studio minuscule avec 3 fois rien. Elle veut me détruire. J'ai éclaté de rire. Je n'ai pas pu me retenir. Vous avez tué Vernon, ai-je dit à voix haute. Vous avez failli tuer Clarence. Vous avez failli me tuer. Et vous dites que je vous envie assez, a déclaré la juge Clermont en frappant son marteau. Monsieur Coleridge, asseyez-vous. Le procès a duré encore 1 semaine. Témoignages, preuves, expertise. Les avocats de mon père ont tenté de tout contester, mais ils ont perdu. Le soir, après une nouvelle audience, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas. C'était Cole et Tessa. Je ne voulais pas les voir, mais j'ai quand même ouvert. Cole avait l'air épouvantable. Il n'était pas rasé, sa chemise était froissée et il avait des cernes sous les yeux. Tessa pleurait, son maquillage était coulé. Que voulez-vous demandai-je froidement. Parlez, répondit Cole doucement. S'il vous plaît. Je me suis écartée pour les laisser entrer. Nous sommes restés debout dans le couloir, personne ne s'est assis. Diana, a commencé Cole, nous ne savions pas, je te le jure, nous ne savions pas que papa, qu'il était capable de faire ça. Que ne saviez-vous pas exactement ai-je demandé. Qu'il avait tué tes oncles, qu'il avait volé l'entreprise, qu'il avait détruit des vies pendant des années. Quoi? Tessa se mit à pleurer plus fort. Nous ne savions pas pour les meurtres s'écria-t-elle. Nous pensions qu'il était simplement un homme d'affaires impitoyable. C'est comme ça dans les affaires. Il y a aussi des meurtres dans les affaires, Tessa, dis-je sèchement. Cole passa la main sur son visage. Nous savions qu'il n'était pas toujours honnête. Nous savions que l'entreprise appartenait autrefois à notre grand-père, mais papa disait que maman lui avait cédé sa part après le divorce. Nous le croyions. Vous le croyiez, ai-je ri. Vous ne vouliez tout simplement pas poser de questions. Parce que si vous aviez posé des questions, vous auriez dû reconnaître la vérité. Et la vérité, c'est que tout votre argent, vos postes, votre maison, tout cela a été volé. Tessa s'est approchée de moi et m'a attrapé la main. Diana, nous ne sommes pas responsables. Nous travaillons simplement dans l'entreprise. Papa nous a embauchés. Nous ne savions pas. J'ai retiré ma main. Vous n'êtes pas venu voir maman quand elle était mourante. Elle est restée à l'hôpital pendant un mois. Je vous ai appelé tous les jours. Toi, Cole, tu as rejeté mes appels. Toi, Tessa, tu as ignoré mes messages. Elle est morte seule. Je me tenais seule à son chevet, alors que dans les chambres voisines, il y avait des familles entières. Cole baissa la tête. Nous ne savions pas que c'était si grave. J'ai écrit Maman est en train de mourir. Que fallait-il écrire d'autre pour que vous compreniez la gravité de la situation? Tessa pleurait. Tu n'es même pas venue à l'enterrement, lui ai-je dit en la regardant. Tu n'as rien dit et maintenant tu ne dis quelque chose que parce que papa est en prison et que tu as perdu ton travail. Diana, s'il te plaît. Cole me regardait d'un air suppliant. Nous sommes une famille. Non, ai-je répondu. Nous ne sommes pas une famille. Une famille, c'est quand les gens se soutiennent les uns les autres. Et vous ne vous êtes soutenus que vous-même. Vous vous moquiez de savoir comment maman et moi survivions. Vous vous moquiez qu'elle soit morte. Maintenant, vous ne pouvez plus vous en moquer car vous perdez tout. Mais ce n'est pas mon problème. Cole recula.
Tu veux vraiment nous détruire? Je veux que justice te soit faite, et la justice sait que papa paie pour tout. Et vous aussi, vous paierez, pas en allant en prison, car vous n'êtes non pas coupable de crime, mais en perdant tout ce qu'il vous a donné. Tessa se précipita vers la porte et courut dans le couloir en sanglotant. Cole me regarda une dernière fois. Maman t'aimait plus que nous, dit-il doucement. Elle t'a toujours aimé. Nous le savions et nous te détestions pour cela. Maintenant, je comprends pourquoi. Tu lui ressembles, tu es une salope têtue. Il sortit et ferma la porte. Je restai dans le couloir tremblante, pas de colère, de soulagement. Je leur avais enfin tout dit. Le verdict fut rendu 2 semaines plus tard. La juge Clermont lut longuement le verdict. Cole et Tessa étaient assis dans la salle, Darlene et Rochelle aussi. J'étais assise au premier rang, Millard à côté de moi. Grant Coleridge a déclaré la juge, vous êtes reconnu coupable de fraude, de falsification de documents, de fraude fiscale pour un montant total de 973 000 dollars, de complot en vue de s'approprier des biens, d'avoir commandité le meurtre de Vernon Lipcombe, d'avoir tenté d'assassiner Clarence Schaffer et Diana Coleridge. La Cour vous condamne à 25 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. Le père ne broncha pas, il resta immobile. La société Coleridge Security Solutions est confisquée en tant qu'actif obtenu de manière criminelle. Elle doit être vendue aux enchères. Le produit de la vente est réparti comme suit: 50% aux personnes lésées à titre de compensation, 50% aux héritiers du propriétaire légitime Vivi Coleridge. Diana Coleridge, en tant qu'héritière unique, a le droit de racheter la société au prix du marché ou de recevoir une compensation. Elle regarda Cole et Tessa. Cole et Tessa Coleridge ne sont pas reconnus coupables de crime, ils ont droit à une partie des fonds en tant qu'anciens employés de la société, conformément au droit du travail. Cependant, leurs postes ont été supprimés et leurs contrats résiliés. Cole a caché son visage dans ses mains, Tessa pleurait, la juge a frappé avec son marteau, l'audience est levée, mon père fut emmené menotté. Il se retourna vers moi un instant, le regard vide, comme s'il était déjà mort à l'intérieur. Je sortis de la salle d'audience. Dehors, c'était le printemps, le soleil brillait. Les journalistes se précipitèrent vers moi avec leurs caméras et leurs micros. Mademoiselle Coleridge, que ressentez-vous? Êtes-vous satisfaite du verdict? Que comptez-vous faire de l'entreprise? Je n'ai pas répondu, je me suis dirigée vers ma voiture. Diana, je me suis retournée. Cole courait vers moi, le visage rouge, les yeux exorbités. Tu es contente? Criait-il. Tu as détruit toute la famille. Papa est en prison pour 25 ans. Nous avons tout perdu. Tu es contente? Je l'ai regardé calmement. Oui, ai-je dit, je suis contente. Cole s'est figé. Je suis montée dans la voiture et je suis rentrée chez moi. Dodge m'accompagnait comme toujours. Le soir, j'étais assise sur le canapé et je regardais une photo de ma mère. Elle souriait à la caméra, jeune, heureuse, avant toute cette horreur. Nous avons gagné, maman, murmurai-je. Tu entends? Nous avons gagné. Le téléphone sonna, c'était Millard. Bonjour Diana, tout est fini. Oui, ai-je répondu. Que vas-tu faire de l'entreprise? Je suis restée silencieuse, réfléchissant. Oh, je vais la vendre, je ne veux rien de ce qui lui appartenait. Je comprends, je vais alors préparer les documents. L'indemnisation sera importante, plusieurs millions. D'accord, Diana, ça va? Je ne savais pas quoi répondre. Est-ce que ça allait? Mon père était en prison, Vernon était mort, Clarence était dans le coma, Cole et Tessa me détestaient. J'étais seule, mais la justice avait triomphé. Oui, dis-je enfin, ça va? Je raccrochais et regardais par la fenêtre. Il pleuvait dehors, les gens couraient sous leur parapluie, la vie continuait, et je pouvais enfin respirer. L'année passa lentement. Parfois, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté quelque part dans la salle d'audience lorsque la juge avait prononcé le verdict. Parfois, il me semblait qu'il passait trop vite, sans me laisser le temps de comprendre tout ce qui s'était passé. Je n'ai pas racheté la société. Millard a organisé une vente aux enchères. 2 entreprises concurrentes se sont disputées Coleridge Security Solutions. Finalement, c'est la société Eastern Supply qui l'a racheté pour 80,3 millions de dollars. Le montant m'a impressionné. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point l'entreprise avait grandi au fil des ans. L'argent a été réparti conformément à la décision du tribunal. La moitié est revenue aux victimes, l'autre moitié m'a été versée en tant qu'héritière de ma mère. J'ai donné 10 millions à la famille de Vernon. Sa petite nièce, une femme d'une quarantaine d'années prénommée Esther, est venue me remercier en personne. Elle pleurait, m'embrassait et me disait que son oncle Vernon aurait été fier. Clarence a survécu, mais il est resté invalide. Il ne pouvait plus marcher, sa colonne vertébrale était endommagée et ses jambes paralysées. Je lui ai transféré 10 millions sur son compte, ce qui a suffi à payer un bon centre de rééducation et un appartement avec service de soins. Il m'a envoyé une carte postale 2 mois plus tard, une courte lettre écrite d'une main tremblante. Merci, vous avez sauvé ce qui restait de ma vie. Darlene a reçu 10 millions, elle a quitté son emploi à la pharmacie, a déménagé dans une autre ville et a ouvert un petit magasin d'articles ménagers. Rochelle a reçu 10 millions, elle a trouvé un emploi normal dans son domaine, a acheté une maison, m'a écrit une longue lettre pour me remercier et me dire que pour la première fois en 20 ans, elle dormait paisiblement. Le reste de l'argent, environ 40 millions, m'est revenu. Sur cette somme, 300 000 dollars ont été attribués par décision de justice à Cole et Tessa en tant qu'anciens employés de la société, conformément à la législation du travail. Ce n'était pas ce qu'ils espéraient, ils voulaient des millions, ils voulaient retrouver leur vie. Mais le tribunal a été catégorique. Ils n'étaient ni des victimes, ni des héritiers, mais simplement d'anciens employés. Cole m'a appelé une fois après avoir reçu l'argent. J'ai répondu, même si je n'en avais pas envie. 300 000, a-t-il dit froidement, c'est tout ce que nous valons pour toi?
C'est tout ce que le tribunal a décidé, ai-je répondu. Je n'ai pas pris cette décision. Tu aurais pu donner plus sur les 40 millions. J'aurais pu, je n'ai pas voulu. Il a gardé le silence. Tu nous as détruits, Diana. J'espère que tu dormiras tranquille. Plus tranquille qu'avant, ai-je répondu avant de raccrocher. Tessa n'a pas appelé, elle m'a simplement envoyé un court message. Je te déteste. Je n'ai pas répondu. J'ai démissionné de mon poste de répartitrice 3 mois après le procès. Je ne supportais plus d'entendre les voix des gens en détresse. Chaque appel me rappelait la soirée où j'avais été agressée. J'entendais les cris, les supplications, la panique, et quelque chose se serrait à l'intérieur de moi, m'empêchant de respirer. La psychothérapeute m'a dit que c'était un syndrome de stress post-traumatique. Elle m'a proposé des médicaments et une thérapie. J'ai accepté la thérapie, mais j'ai refusé les médicaments. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais travaillé comme standardiste pendant des années parce que j'avais besoin d'argent. Maintenant, j'avais de l'argent, mais je n'avais pas d'objectif. Je restais chez moi pendant des semaines, je regardais par la fenêtre et j'essayais de comprendre ce que je devais faire. Un matin, je passais devant un petit café, au coin d'une rue calme. Il était fermé et une affiche était accrochée à la porte. À louer. Je me suis arrêtée et j'ai regardé par la fenêtre. L'intérieur était vide. Quelques tables, un vieux comptoir, de la poussière sur le sol. J'ai imaginé à quoi cela pourrait ressembler. Propre, confortable, avec des fauteuils moelleux et une odeur de café. Un endroit où les gens viendraient non pas par nécessité, mais par envie. Calme, tranquille. J'ai appelé le propriétaire le jour même. J'ai ouvert le café 4 mois plus tard. Je l'ai simplement appelé Svitanok. Aube, une petite salle, 12 tables, un comptoir avec une machine à café. J'ai embauché 2 employés, une jeune fille, Leila, qui savait faire des pâtisseries incroyables, et un garçon, Toby, qui faisait le meilleur café de la ville que j'avais jamais goûté. L'ouverture s'est faite en douceur, sans publicité, sans bruit. J'ai simplement ouvert la porte un matin et j'ai attendu. Le premier client est arrivé à 8 heures. Un homme d'une cinquantaine d'années qui a commandé un americano et un croissant, puis s'est assis dans un coin avec son ordinateur portable. Avant midi, 8 personnes étaient venues. Le soir, elles étaient 23. Je me tenais derrière le comptoir, je préparais le café, je souriais, je discutais. Je me sentais vivante pour la première fois depuis un an. Darlene est venue une semaine après l'ouverture. Je ne l'avais pas vue depuis plusieurs mois. Elle avait déménagé dans une autre ville, mais elle revenait parfois pour affaires. Elle est entrée, a regardé autour d'elle et a souri. C'est un bel endroit, a-t-elle dit, confortable. Merci, ai-je répondu. Que désirez-vous? Un latte et quelque chose de sucré. Je lui ai préparé un café et lui ai servi une part de tarte au citron que Laila avait cuite le matin même. Darlene s'est assise à une table près de la fenêtre, je me suis assise à côté d'elle. Comment ça va? Ai-je demandé. Bien, a répondu Darlene. Le magasin marche bien, il y a suffisamment de clients. Pour la première fois en 18 ans, j'ai l'impression de mener une vie normale. Elle a bu une gorgée de café et m'a regardée. Et toi, comment vas-tu? J'ai réfléchi. Je ne sais pas, mieux qu'il y a un an, mais c'est étrange. Tout est fini et je ne sais pas quoi faire. Laisse aller, dit Darlene simplement. N'oublie pas, mais laisse aller. La vie continue, Diane, il faut aller de l'avant. Elle finit son café, se leva et m'embrassa. Merci pour tout. Rochelle n'est pas venue, mais 6 mois après le procès, elle a envoyé une longue lettre de 3 pages. Elle racontait qu'elle avait trouvé un emploi de directrice des opérations dans une entreprise, acheté une maison en banlieue et que pour la première fois depuis des années, elle se sentait comme une personne et non plus comme une victime. Elle écrivait que Diana avait sauvé non seulement sa réputation, mais aussi sa vie. Elle terminait ainsi: Vous avez fait ce que je n'ai pas osé faire. Vous vous êtes battue et vous avez gagné. Je vous en serai éternellement reconnaissante. J'ai gardé cette lettre et j'ai pleuré, non de tristesse, mais de soulagement. Clarence a envoyé une carte postale 8 mois plus tard avec une photo du centre de rééducation. J'apprends à marcher à nouveau. Les médecins disent donc qu'il y a des progrès, lents mais réels. Merci pour tout. J'ai accroché cette carte au mur du café, à côté de la photo de ma mère. La famille de Vernon, Esther et son fils, un jeune homme d'une vingtaine d'années nommé Jacob, est venu un an après le procès. Ils sont entrés dans le café, Esther m'a prise dans ses bras, Jacob était resté à l'écart, mais il souriait. Nous avons déménagé, a dit Esther. Nous avons acheté une maison en banlieue. Jacob est entré à l'université, il étudie le commerce. Oncle Vernon aurait voulu ça, il disait toujours que l'éducation était la seule chose que personne ne pourrait lui enlever. Elle a essuyé ses larmes. Vous nous avez redonné espoir, Diana. Pas seulement de l'argent, de l'espoir. Ils restèrent 1 heure, burèrent du café et mangèrent du gâteau. Avant de partir, Jacob me tendit la main. Merci, dit-il simplement. Mon père était en prison, je ne lui rendais pas visite, je ne lui écrivais pas, je ne voulais pas. Millard m'avait dit que Grant avait tenté de faire appel, mais que son appel avait été rejeté. Il purgera les 25 ans, il a 63 ans, il sortira à 88 ans s'il vit jusque-là. Cole et Tessa n'avaient pas pris contact avec moi. J'ai appris par des connaissances que Cole avait trouvé un emploi de manager dans un garage dans un autre état. Le salaire était modeste, mais il s'en sortait. Tessa avait déménagé dans une autre ville et travaillé comme administratrice dans une clinique dentaire. Ils ne se parlaient plus, la famille était définitivement brisée. Je ne ressentais ni regret, ni culpabilité, ils faisaient en partie de mon passé. Maintenant, le passé était terminé. Le café marchait bien, des clients réguliers, de bons commentaires, assez d'argent pour couvrir les dépenses et même plus. Je ne cherchais pas à m'agrandir, je ne voulais pas bâtir un empire. Je voulais juste avoir un endroit où je me sentirais en paix.
Un soir, 1 an et 3 mois après le procès, j'étais assise dans le café après la fermeture. Laïla et Toby étaient rentrés chez eux, je suis restée seule. Dehors, il pleuvait, une pluie douce et printanière. Les gens couraient sous leurs parapluies, les voitures roulaient lentement, l'eau coulait sur les trottoirs. Je regardais la photo de ma mère accrochée au mur, elle souriait, jeune, heureuse, avant que la vie ne la brise. Tu as gagné, maman, ai-je murmuré. La justice a tardé, mais elle est arrivée. Je ressentais un calme étrange. Pas du bonheur. Le bonheur aurait été exagéré, mais du calme, je ne me sentais plus étrangère, je ne ressentais plus le vide qui m'avait accompagnée pendant tant d'années. J'ai construit une nouvelle vie, non pas sur la vengeance, mais sur la justice. Mon père est en prison pour ses crimes, Vernon est mort, mais sa famille a reçu une compensation et la possibilité de continuer à vivre. Clarence est invalide, mais il a une vie digne et de l'espoir. Darlene et Rochelle ont rétabli leur réputation et ont pris un nouveau départ. Cole et Tessa ont obtenu ce qui leur revenait de droit et ont suivi leur chemin. Et moi, je suis libre. Libre des mensonges, des personnes toxiques, du passé qui me tirait vers le bas, libre de construire ma propre vie. Le téléphone a sonné. Diana, dernière nouvelle. Clarence est complètement rétabli, il marche avec une canne, mais il marche tout seul. Il dit que c'est un miracle, il veut te voir quand tu seras prête. Je souris. De bonnes nouvelles, de vraies bonnes nouvelles. Je m'approchais de la fenêtre et regardais la rue. La pluie avait cessé, les premières étoiles apparaissaient, les gens rentraient chez eux, auprès de leur famille, dans le confort de leur foyer. La vie continuait, normale, quotidienne, réelle. Je retournais au comptoir et commençais à ranger. Demain serait un nouveau jour, de nouveaux clients, un nouveau café, de nouvelles conversations. Peut-être que Clarence viendrait, peut-être que Darlene repasserait, peut-être qu'un nouveau client entrerait et deviendrait un habitué. J'ai pris la photo de ma mère accrochée au mur et l'ai serrée contre ma poitrine. On a réussi, ai-je murmuré. Ce n'est pas parfait, pas sans perte, mais nous l'avons fait. J'ai remis la photo à sa place, éteint la lumière et suis sortie dans la rue. J'ai fermé la porte du café et regardé l'enseigne Svitanok qui brillait dans l'obscurité. C'était mon aurore, ma nouvelle vie. Construite sur les ruines de l'ancienne, sur la justice, sur la vérité. Je suis rentrée chez moi sous un ciel dégagé, sans parapluie, sans peur. Juste une femme qui avait survécu à l'enfer et en était sortie vivante. La justice avait coûté cher, mais elle en valait la peine. Je pouvais enfin respirer.